Il y a quelqu'un qui veut nous parler de la préhistoire, quelqu'un qui en plus travaille sur le modèle. De la grotte Chauvet. Incroyable, tout est lié. Mon Dieu. Eh ben, vas-y, je te laisse la parole, très cher. J'ai essayé de vous parler du coup de la préhistoire d'un jeu vidéo, mais plus particulièrement d'une notion que j'aime beaucoup, qui est celle du merveilleux scientifique dans les jeux vidéo. Alors pour ça, je vais un peu l'introduire, il y aura une petite introduction un peu longuette. Alors, la préhistoire en elle-même, c'est une période qui est passionnante, notamment parce qu'elle déchaîne les imaginaires du fait des lacunes qu'on a dans les connaissances par rapport à la préhistoire. Et du coup, depuis l'émergence de ce passé, jamais disparu, dont aucune image a pu nous parvenir, des images, des histoires, on a avancé pour supporter ce discours, pour le soutenir dans un imaginaire collectif. Et parfois, pour servir un discours idéologique, parfois pour apporter des réponses à la genèse d'un site archéologique précis, comme on peut le faire notamment par exemple pour la grotte Chauvet. Dans tous les cas, ces images et ces récits donnent corps à la période et l'habillent. Et ça, justement, comme je le disais, ça participe à un imaginaire collectif. Pardon, Gaësologue, on comprend rien à ce que vous dites. C'est une nouvelle langue que je viens d'inventer. J'aimais bien l'ancienne, non? Plus pratique. Un peu plus innové. Alors vous avez reconnu l'extrait? Bien sûr. Exactement, donc donc c'est un film d'Alain Chabat qui sortait en 2004. Alors c'est vrai que le cinéma, il semble quasi exclusivement occuper le terrain préhistorique de prime abord, mais pourtant la littérature a pareil, depuis longtemps occupé le terrain de la préhistoire pour y créer des récits. Alors outre les nombreuses BD, on peut notamment citer en livre Comment j'ai mangé mon père, La guerre du feu, ou la saga des enfants de la terre. Autant de livres qui transposent des histoires sur des éléments archéologiques disparates. Alors cet exercice il a ses limites, hein, et ces exemples que je viens de donner, ils souffrent d'énormément de clichés qui participent d'ailleurs à une image un peu distordue de la préhistoire au sein du public. Par exemple, dans la saga des enfants de la Terre, on va avoir énormément de clichés par rapport à Néandertal, par rapport à tout ce côté aussi chamanique ou autre, donc ça s'entretient de lui-même. Mais dans tous ces ouvrages, ces livres, il y en a deux qui se distinguent dans ces essais de donner un peu corps à ces histoires. C'est Sous le vent du monde et Le rêve de Lucie. Alors, les deux livres sont issus de la même expérience littéraire et scientifique. Par exemple, Sous le vent du monde, c'est une saga de livres qui couvre différentes histoires indépendantes à différentes époques. On a 4 tomes en fait. Il y en a un c'est sur Homo rudolfensis, on va en avoir un davantage sur Néandertal, donc voilà, c'est différentes périodes, différentes histoires indépendantes. Et tous les faits sont basés sur des éléments scientifiques. Il y a Yves Coppens, qui est notamment conseiller scientifique et co-auteur du bouquin, ce qui ancre le récit dans une découverte d'un vécu possible. Alors bien évidemment, c'est à prendre avec des guillemets. Par exemple, dans le rêve de Lucie, c'est à quoi pensait Lucie pendant sa chute fatale, juste avant sa chute dans la rivière. Qu'est-ce qu'elle y faisait, qu'est-ce qu'elle a pu faire avant. C'est voilà, des questions qui sont basées sur ce qu'on a pu trouver, mais qui donnent un corps, une histoire à ce qu'on peut trouver en fait. Alors, bien que les volontés de réalisme du coup de ces deux expériences peuvent contrevenir un peu à la fluidité de la lecture, par exemple, c'est assez répétitif dans le fait de manger, boire, dormir, c'est un peu survivaliste comme bouquin. Et même les tons et termes sont difficiles à s'approprier. On a par exemple ces grands animaux avec des branches sur la tête. En fait, on parle que comme ça dans ces livres-là. Alors, on met du temps à savoir, oui, ok, d'accord, on parle de gazelle ou autre. Mais c'est une expérience assez intéressante parce qu'elle essaye de fournir un fragment de passé, même si, bon, là, il y a des limites, d'une tranche de préhistoire. Alors, juste pour vous approprier un peu cet essai, ce que ça veut dire, dans le cas par exemple du rêve de Lucie, je voulais vous lire quelques lignes d'introduction de ce livre. Avec le rêve de Lucie, nous pénétrons dans un monde disparu, un monde sans histoire à l'échelle des générations qui le subirent et le façonnèrent, modestement. Même dans un système de datation démesuré, un système où le million d'années est le comptage, l'individu n'échappe pas au tumulte de la vie. Lucie était certainement sans croyance, sans nom véritable. Était-elle pour autant sans identité, sans mémoire, sans projet? Arrachée tôt, elle avait 20 ans, à un destin incertain, elle s'inscrit pour toujours comme un hiéroglyphe involontaire dans la tourbe de la vallée du Rift. Dans ce livre, chacun a accepté de prendre un risque. Pour le scientifique, celui d'une traduction poétique, dont d'une possible trahison de ses travaux. Pour les artistes, celui du travail encadré, nécessaire respect des informations objectives, dans un acte où la création revendiquait tous ses droits à l'émotion,
redonnant lieu au merveilleux scientifique. Et donc c'est là qu'on se raccorde à ce merveilleux scientifique. C'est une notion qui est portée depuis quelque temps, en passant par des figures de Carl Sagan, vous avez sûrement déjà entendu parler. Il y a aussi Neil deGrasse Tyson, maintenant aujourd'hui, qui a pris son relais. En France, on a Jean-Claude Amezen sur France Inter, sur les épaules de Darwin, qui revient tous les samedis, si je dis pas de bêtises. Et cette notion de merveilleux scientifique, je trouve, est un jalon indispensable pour transmettre des connaissances de manière un peu ludique et à éveiller des sujets. Forcément, comme on en a parlé, le cinéma a beaucoup repris ça. Par rapport à je parlerai pas tant des films qui ont été faits sur la préhistoire, je parlerai surtout pas de 10 000, par exemple, les fameux mammouths qui font les pyramides, on peut passer assez vite. Mais il y a certaines expériences du 7e art qui essayent de justement retranscrire ce merveilleux scientifique. Alors, je vais vous passer un petit extrait, c'est une grosse minute, d'un de ces films. L'idée, c'est que à la fin, vous essayez de me dire si vous avez reconnu de quel film ça vient. Verte prodigieuse. Il mesure 1,30 m. À 4 pattes dans la savane, il ne sait plus où il va. Alors, il se dresse sur ses 2 pattes arrière. Et là, il voit. Il voit. Il observe. Il voit. Et dès qu'il veut se déplacer, ça recommence. Être à 4 pattes l'empêche de voir. Alors, il a une deuxième intuition. Il va avancer, mais debout. Et le plus longtemps possible. Ça y est, il est bipède. Ce n'est pas une attitude naturelle pour un singe, mais ça fonctionne. Maintenant, il n'est plus un singe. Il s'appelle Aurorine. Les premiers pas le rassurent. Peut-être même éprouve-t-il le plaisir de la nouveauté. De là-haut, Aurorine se sent plus grand, plus fort, et il peut voir les siens de loin. La longue marche commence. Alors, Je sais pas, j'aurais peut-être dit l'Odyssée de l'espace. C'est l'Odyssée de l'espace, non? Ouais, c'est ce que j'aurais dit. bien, donc, Ouais, l'Odyssée de l'espace. Je pensais à ça. Un film qui est plus tout jeune maintenant, mais qui, comme maintenant on a fait le premier homme, qui est un peu la réactualisation de l'Odyssée de l'espace, qui est sorti donc en 2016-2017, si je dis pas de bêtises. C'est des documentaires où, même si tout n'est pas ou plus scientifiquement correct, on sait aujourd'hui que ça s'est absolument pas passé comme ça, je veux dire, ils ont pas décidé d'un coup de se mettre debout pour que ça marche. D'ailleurs, c'est même pas passé dans la savane, ça s'est sûrement passé plutôt dans les arbres, notamment au niveau de l'Espagne, il y a bien plus longtemps, 14 millions d'années. Et même si la majorité de ce qui est montré au final est très romancé, ça donne une première accroche, ça peut créer une curiosité, voire forger un imaginaire. Moi je sais que cette séquence, elle m'a énormément marqué quand j'étais enfant, et elle m'a aussi énormément, intrigué et porté à être curieux sur ce sujet. Et c'est en ça que je trouve que du coup c'est intéressant comme manière d'essayer de véhiculer des histoires sur de la science en fait, pour essayer de faire passer ça. Et du coup, après cette très longue introduction, c'est justement pour ça que je voulais m'intéresser aux jeux vidéo par rapport à ça. Parce que c'est un média qui est super intéressant pour revivre ce merveilleux scientifique. Il peut permettre un voyage actif dans le temps. Et ça, on le voit super bien avec des jeux comme ceux de la saga Assassin's Creed. Perso, adolescent, j'ai eu énormément de plaisir à visiter Rome dans Assassin's Creed 2. Je complétais mes cours de latin, en fait, en voyageant le soir dans les ruines du Forum, dans le Panthéon. Et en fait, je greffais des images, des sons, une ambiance, en fait, un vécu à mes cours. D'autant que le rendu visuel des jeux est de plus en plus convaincant, ce qui tend d'ailleurs à donner une certaine véracité à ce que l'on voit. Or, faut pas prendre au pied de la lettre ce qu'on voit dans les jeux vidéo, Ces derniers tombent souvent dans des clichés historiques, qui entretiennent d'ailleurs la mémoire collective, ou l'idée qu'on peut s'en faire, par la culture de ses propres erreurs. Les jeux médiévaux sont d'ailleurs particulièrement touchés par ce phénomène. Je pense que vous ne contredirez pas là-dessus. On a souvent des idées d'un âge sombre, souvent violent, chevalier sur-bodybuildé, comme on peut le voir dans par exemple le jeu For Honor. Alors les joueurs sont là pour jouer avant tout, à chaque fois on va nous dire, tout doit être fun. Et le cadre historique, du coup, il sert plutôt justement de simple cadre, un genre de bac à sable qui sert d'excuse au jeu. Il s'agit pas de son corps même.
Pourtant, il y a quelques jeux qui tentent quand même le pari de proposer une réelle virée dans le temps. Je peux par exemple citer l'exemple de Kingdom Come Deliverance, toujours sur la période médiévale, qui fait de sa rigueur scientifique son principal argument de vente. Le jeu se déroule au royaume de Bohême, au XVe siècle, il pousse son réalisme historique jusqu'à y adapter son gameplay, avec un système de combat particulier et autres. Mais qu'en est-il de la préhistoire donc ? Est-ce qu'on peut trouver un jeu, comme Kingdom Come Deliverance, qui puisse nous refaire vivre cette période, qui calque des images et des rêves sur les traces archéologiques éparses à notre disposition ? Alors j'ai fait quelques recherches rapidement, et on voit que la préhistoire, elle est traitée depuis très longtemps en fait dans les jeux vidéo. Alors outre les multiples adaptations de la famille Terre à Feu, on peut noter plusieurs jeux NES dans les années 80-90, comme J2EMA Caveman Ninja, bon déjà rien que le nom, hein, Prehistoric Man, Chuck Rock, bon etc. Alors c'est essentiellement des jeux de plateforme, plus que clichés dans l'aspect préhistorique. Évidemment la massue, les vêtements en peau de jaguar c'est discount, et les dinosaures de Marzal. Mais donc rien de bien envoûtant. Rien de bien envoûtant. C'est la deuxième fois qu'on parle de Marzal dans cette émission quand même. C'est le mot qu'il faut pas dire. C'est ça. Donc du coup au final il y a rien de bien envoûtant en termes de vécu préhistorique. Il y a même un jeu de course préhistorique, Beastie Racer, qui se déroule dans une espèce de suburb préhistorique qui essaie même pas d'être autre chose qu'un délire prenant les Cro-Magnons comme excuse. Mais on notera le jeu 2D Sapiens de 86 pour avoir tenté une approche un peu plus réaliste en ancrant son scénario dans un univers un peu plus cohérent, bien que soumis à pléthore de clichés. Le but y est de survivre dans une nature hostile et d'accomplir les missions demandées par le chef de la tribu. Plus intéressant, en 2005 sort Au cœur de Lascaux. C'est un jeu PC de point and click dans la lignée des jeux historiques à dimension éducative de Cryo Interactive qui sont parus dans les années 90. Je sais pas si vous y avez joué étant enfant, moi ça m'avait marqué. Il y avait des jeux comme Égypte, Versailles, Chine, Aztèque, Pompéi. Ouais, Louvre aussi, non ? Ouais, grave. C'était, moi je me rappelle, ça m'avait vraiment marqué, j'avais vraiment l'impression de vivre, d'être dans Versailles ou dans Égypte. Et donc, au cœur de Lascaux, c'est à peu près dans la même ligne. Là, à travers le personnage d'Arok, on va découvrir la vie quotidienne d'un Cro-Magnon, avec un focus du coup important sur la création de la grotte de Lascaux. Alors comme je vous l'ai dit, moi je suis particulièrement sensible à ce jeu, surtout je pense parce qu'il me renvoie à mes propres expériences d'enfant. On parlait de la Madeleine de Proust, on peut facilement y faire référence ici. Je jouais donc à Égypte, Versailles, ou encore Tristan et le mystère du dragon, un jeu de 2001. Du coup, dans ce délire un peu médiéval. D'ailleurs le nom laisse croire qu'il y a un petit côté fantastique, pas du tout, hein, c'est assez réaliste. Et ça peut plonger vraiment dans une période assez intéressante. Alors depuis, cette recette, un peu point and click découverte historique, elle s'est pas vraiment développée. Alors elle a quand même pu donner naissance à certaines expériences immersives en réalité virtuelle, qui rendent d'ailleurs un peu flou la limite entre film et jeu. Hein. Par exemple pour 2019, on a deux expériences comme ça qu'on peut citer. La première c'est Memoria Stories of la Garma, pour la grotte de la Garma en Espagne, ou le récent, et beaucoup plus local, Dawn of Art, qui concerne notre très chère grotte Chauvet. Donc vous avez sûrement déjà entendu parler du coup, oui. La petite expérience immersive de Chauvet. Alors il y a Google en fait qui a avec le syndicat mixte, le syndicat mixte de gestion de la grotte Chauvet, lancé une espèce d'immersion dans Chauvet. Vous avez un casque de réalité virtuelle et vous pouvez aussi le voir en vidéo YouTube en 3D, vous pouvez bouger la vidéo autour de vous. C'est un petit film qui dure environ une dizaine de minutes où vous êtes porté un peu dans il y a 36 000 ans à Chauvet. Alors, je vous en mets un petit extrait du audio, la petite bande-annonce. This is where we stopped, under the great arch, by the river. Take this fire with you. It will guide you deep into the heart of the cave. Alors voilà, donc c'est un petit extrait donc de ce documentaire interactif d'une certaine manière, puisque vous le vivez, vous le voyez, vous regardez autour de vous. C'est Daisy Riley qui fait la voix en anglais, c'est ça ? Exactement, c'est Daisy Riley qui fait la voix en anglais. Ouais. La raison pour laquelle du coup j'ai mis un petit extrait en anglais. Ouais, c'est ce que je pensais. Je me suis dit que t'allais reconnaître. Ouais. Alors c'est tout petit, hein, c'est une dizaine de minutes. Mais
Il y a une vision moi, qui m'a particulièrement marqué dans cette expérience, c'est de se retrouver dans un campement au pied du pont d'Arc, juste avant l'aurore. On ressent un vécu, vraiment, on y est. Il suffit de tourner la tête pour voir une faible lumière trembloter au niveau de la face du Cirque d'Est. La grotte, elle est là-bas. Mais on reste simple observateur. Il n'est pas question d'être actif dans le voyage. On peut voir autour de nous, on y est, mais on n'interagit pas vraiment. Alors la question demeure, est-ce qu'il existe un jeu vidéo en tant que tel qui puisse mêler cette fenêtre sur le passé, un gameplay qui serve ce discours, comme on peut le voir avec Kingdom Come? Et justement, en 2016, un ovni vidéoludique a remis cette question au centre de la table. Mas Brashtar, Winja. Alors vous l'avez sûrement reconnu, je pense que Marc a dû le reconnaître. Ah ouais, putain, ouais, ce langage, oui, je l'entends tous les jours en ce moment, à peu près. C'est Far Cry Primal. Exactement, c'est bien Far Cry Primal, donc un jeu console signé Ubisoft qui est sorti en 2016. Alors, c'est une grosse licence, c'est des gros moyens. Là, c'est un jeu donc à première personne, graphisme 3D fouillé, donc très immersif. On s'y croirait. Alors Marc pourra compléter ce que je dis. L'audio est là pour nous plonger dans un cadre idéal, un peu montagne Carpathie. La faune nous gave de l'image attendue et pas si furtive d'ailleurs de chasse aux mammouths héroïques et dangereuses, de dents de sabre redoutables et de nature dominante, omniprésente. Et bien qu'on puisse se poser des questions quant à la présence d'autant de pachydermes dans une vallée si encaissée et isolée, force est de constater que l'immersion fonctionne. Même les campements paléolithiques ne semblent pas sortir n'importe où et se basent clairement sur l'architecture et les matériaux retrouvés dans certains sites de la vallée de la Dniepr en Ukraine. Mais alors, est-ce qu'il s'agit d'une fenêtre sur un passé possible? Tout doux. Beaucoup d'éléments en fait viennent noircir le tableau quant à sa véracité relative. On a des néandertaliens archaïques aux mœurs cannibales qui côtoient des chasseurs-cueilleurs presque davantage agriculteurs d'ailleurs pour certains, plus agréables à vivre et avec qui on peut surtout converser. La chasse au mammouth est presque compulsive, le chamanisme transpire des pores de chaque intervenant, les bêtes peuvent être domestiquées voire chevauchées, le cliché du monde hostile où la force brute constitue la seule échappatoire, la vie dure, etc. Donc on est bien loin de la simulation préhistorique. Il s'agit davantage d'une dystopie au sein de laquelle sont regroupées 3 périodes plus ou moins véridiques de la préhistoire. D'ailleurs, c'est quelque chose de tout à fait assumé par des chercheurs ayant aidé les développeurs à créer l'environnement du jeu. En témoignent ces quelques mots de Luc Doyon, un paléo-anthropologue consultant sur le sujet. C'est pas une reproduction fidèle, absolue de ce moment-là. Non, et il faut pas prétendre non plus que ça en est une. Il y a beaucoup de fantastique et justement, il faut essayer de pallier, ou en fait de jongler justement entre le désir d'y mettre le plus de scientifique possible et l'importance pour un jeu vidéo de rendre ça intéressant pour le joueur. Donc. Voilà. Moi, je vous l'avoue, j'y ai pas joué moi-même. En fait, j'ai regardé énormément de vidéotests, de gameplay, pour voir un peu ce que c'est, pour me plonger un peu dedans, pour voir un peu commenter ça. Mais le mieux, ce serait, Marc, si t'as des trucs à dire par rapport à ça, si toi qui joues encore, d'ailleurs, actuellement. C'est vachement bien, effectivement, parce que moi j'y joue en ce moment à ce jeu, du coup, Far Cry Primal, parce que du coup, en ces temps de confinement, la préhistoire me manquait un petit peu, et il était en promo sur Steam, et je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi dedans, fais-le. Et ce jeu, en fait, il est très étrange, parce que c'est exactement comme ce que tu as dit, c'est-à-dire que tu vas te balader dedans, au début tu vas dire, ok, les mecs, ils vivent effectivement dans des tentes, ils ont l'air d'avoir une culture, ils ont même été jusqu'à créer un langage pour ces gens-là, donc c'est vraiment chouette d'avoir pris ce parti-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que à l'époque on s'exprime juste en faisant ouk ouk ouk. Il y a des bijoux, donc ça parle de parure, quand tu te balades dans ton village, il y a des gens qui jouent de la musique, donc il y a quand même vraiment tout cet aspect culturel finalement, alors complètement inventé, puisqu'on ne connaît pas du tout la culture de ces gens-là. Donc effectivement, ouais, ça transpire un peu le chamanisme, c'est un peu comme si Jean-Claude était passé un petit peu par ici, mais c'est un truc où tu peux te dire, bon ok, c'est pas grave, s'il y a du chamanisme qui est derrière, c'est rigolo, c'est sympa. Et quand tu te balades dans le jeu, il y a ce côté très, très cool, très immersif, mais des fois, de temps en temps, t'as l'impression que
d'un point de vue de cohérence scientifique, on te crache à la gueule. C'est-à-dire que moi je l'ai ressenti à plusieurs reprises. C'est-à-dire que là tu te balades, tu fais bon ok d'accord, il y a des tigres à dents de sable, c'est pas grave, je fais abstraction là-dessus. Je peux faire abstraction là-dessus. Même moi, il fut quelque temps, je pensais qu'il y avait des tigres à dents de sabre à la préhistoire. Puis ensuite tu tombes sur les Néandertals. Là tu te dis bon d'accord, c'est des espèces de cannibales un peu chelous, mais quand tu le regardes, il ressemble à un Néandertal. Donc tu te dis ok, je peux peut-être faire abstraction de ça. Puis ensuite, tu tombes sur un autre peuple, un peuple d'Homo sapiens, qui sont, eh bien, agriculteurs. Donc du coup, tu te dis, bon, bah, en fait, c'est vrai qu'effectivement, le jeu, en fait, il se passe en l'an 10 000, donc c'est le début du néolithique, donc pourquoi pas. Mais du coup, ça remet en cause tout ce que tu as eu avant avec les Néandertals, etc. D'autant plus que les agriculteurs sont des espèces de mecs chelous. En fait, on dirait des Aztèques, quoi. C'est-à-dire qu'ils sacrifient des gens à des espèces de dieux soleil. Ils font des édifices en pierre, donc là, ok, ça fait très néo, mais ils se peinturent la gueule, etc. C'est hyper chelou. Et tout d'un coup, le jeu va péter un câble et tu vas aller dans une rivière. Le jeu se passe en Europe centrale, hein, je précise. Et là, tu vas tomber sur un crocodile. Ah oui, ouais, d'accord. Bah oui, parce qu'il te faut des ennemis dans l'eau. Ah oui, bah, Ouais, oui. c'est que nous, en Europe, on n'a pas d'ennemis dans l'eau. Un brochet, Donc du c'était coup, pas assez. t'as des piranhas géants et des crocodiles dans l'eau. De toute façon, c'est la préhistoire, tout est géant et tout est là pour te tuer. Donc, ouais. Ah bah c'est ça complètement. Et t'as aussi des jaguars, en fait, j'ai pas déjà parlé, mais il y a des jaguars. Et tu te dis, mais pourquoi des jaguars? Juste, vous avez mis des lions des cavernes, ça suffisait, j'ai pas besoin d'un lion, jaguar une en panthère, plus. c'était bien, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que t'as le lion, t'as la panthère, t'as des loups, ils ont même mis les loups géants préhistoriques là, t'as ils ont mis des dholes, pourquoi pas. Il y a des ratons laveurs. Alors par contre les ratons laveurs ils se sont tapés un délire dessus. C'est des ratons laveurs qui sont extrêmement agressifs. C'est-à-dire que tu t'approches d'eux à moins d'un mètre, tu te sautes dessus et ils t'arrachent le visage avec ses petites papates. Et en plus ils se régénèrent après dans le gameplay, donc c'est vraiment bizarre. Mais à côté de ça, ça reste un jeu qui est quand même très sympa, mais c'est juste que des fois il pète un câble. Et des fois au niveau, t'es en Europe, mais pourtant t'as l'impression de te balader dans une jungle avec des crocos et des jaguars, quoi. Ouais, c'est bien ce que j'ai eu l'impression de voir en regardant les gameplays et autres, c'est que t'es quand même vachement dedans. J'ai vu rien que les premières minutes dans le jeu, quand t'arrives sur cette plaine avec cette horde de mammouths, quoi. Le son est là, l'ambiance est là, ça a l'air assez magique. Mais en même temps, constamment, ils te tapotent la joue en disant non. Et c'est assez frustrant, en fait, les deux. Ouais, c'est ça. En fait, c'est exactement ce que tu dis, ça crée de la frustration. C'est-à-dire que quand tu te dis c'est cool, il y a ça, il va y avoir un petit truc en plus, effectivement. Et on va te rappeler, on va dire, bah non. Tu vois, par exemple, l'exemple de la chasse au mammouth, le jeu commence sur une chasse au mammouth, et les mecs se baladent comme ça au milieu, et t'as un gars qui va te dire, bon, bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller taper le jeune qui est au fond. Et là, tu te dis, oui, effectivement, ouais, c'est vrai que si on cherche les mammouths à la préhistoire, on va pas buter les adultes, on va buter les enfants. Ça me va. 2 heures plus tard, dans le jeu, tu chevauches un mammouth. Ouais. Tu vois, Je vois bien. dis, mais... Alors ok, c'est vachement cool, je kiffe chevaucher des mammouths. Enfin, je veux dire, on va pas se mentir, et ça fait partie du truc. Tout le monde aime faire chevaucher ça. des mammouths. Moi, je préférais chevaucher un rhinocéros laineux, mais on peut pas. Donc, je me contente du mammouth, du tigre à dents de sabre et de l'ours aussi. Ce qui est pas mal. Mais en fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que t'as l'impression qu'ils ont pas réussi à trouver le bon condensé entre avoir du fun et avoir de la rigueur scientifique, et que ça passe un peu du coq à l'âne tout le temps, alors qu'il aurait fallu peut-être cutter un petit peu des deux pour avoir un truc relativement cohérent sans être complètement chiant non plus. Parce que tu vois, par exemple, tu parlais de Kingdom Come tout à l'heure, moi j'y ai jamais joué, j'avais regardé des let's play, et en fait ça a l'air tellement compliqué, tellement réaliste, que j'ai pas envie d'y jouer. En fait, j'ai pas envie de jouer à Medieval Simulator parce que bah je connais déjà, mais par contre, j'aime bien jouer à d'autres jeux médiévaux qui restent fun, même si des fois il y a des conneries dedans. Là, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est rigolo, mais parfois ça va me gaver, quoi. Voilà. C'est intéressant justement comme transition, parce que là on voit bien au travers du coup ça dure plus d'1 heure, hein, l'interview de Luc Doyon, là, le paléoanthropologue. Il remet souvent sur le devant cette dualité entre le fun et la rigueur préhistorique qu'on aimerait bien y mettre. Et donc du coup ce qui est intéressant avec ce genre de jeu, c'est que encore une fois c'est des gros budgets, c'est des jeux aussi très immersifs, et c'est des jeux qui sont transmis à énormément de personnes, ce qui fait que ça participe énormément à cet imaginaire collectif qu'on peut avoir, même si on sort assez drastiquement du merveilleux scientifique dont on a pu parler auparavant. Et donc je me suis posé la question, mais est-ce que c'est impossible de retranscrire en jeu une véritable immersion dans les pas de nos ancêtres, comme on peut l'avoir par ailleurs avec d'autres titres? Et Mystère et Boule de Gomme, en fait, pas tellement.
c'était là un petit extrait d'un jeu, un extrait audio, d'un jeu qui est sorti en 2019, c'est tout récent. Il s'appelle Ancestors The Humankind Odyssey. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, s'il est un peu passé sous les radars. Pas du tout. Non, du tout. Du tout. C'est le premier jeu du studio Panache Digital Games, qui a été créé par Patrick Desilets, quelqu'un qui vient d'Ubisoft, justement. D'accord. Qui a, notamment celui qui a réalisé Assassin's Creed 2, comme quoi au final tout se tient. Il s'agit d'un jeu de survie en monde ouvert qui vise à revivre les débuts de l'humanité au fil des millions d'années. Le concept est assez intéressant. Ici, il n'y a pas de héros sauveur du monde, il n'y a pas de dialogue à proprement parler, il n'y a même pas d'intrigue de lootbox à débloquer, même de voyage rapide. Tout est dit dans un paragraphe au lancement du jeu. Le monde et les personnages que vous rencontrerez ont pour but de représenter les archétypes d'un lieu et d'une époque. Il ne s'agit pas d'une représentation factuelle des événements. Les dernières découvertes scientifiques ont servi de ligne directrice. Dans les heures à venir, vous revivrez les défis présents à l'aube de l'humanité. Bonne chance, nous ne vous fournirons pas beaucoup d'aide. Et tout est dit. Le jeu démarre en fait il y a environ 10 millions d'années en Afrique, dans la période néogène, donc au Miocène, et on vous met dans la peau d'une lignée de singes dont l'objectif va être d'évoluer jusqu'à donner l'Homo sapiens moderne, en passant donc par Toumaï, Sahelanthropus shadensis, ou même Australopithecus. L'idée, c'est serez-vous capable de faire évoluer plus vite votre lignée que ce que la science vous démontre. Donc on joue pas un singe, on joue un groupe, une lignée de singes qu'on peut incarner à loisir. Si expliquer le concept est plutôt simple, en expliquer toutes les subtilités, c'est une autre paire de manches. Alors l'idée de ces chroniques, c'est pas de faire un test de jeu ou de vous fournir une notice. Mais c'est important de s'intéresser quelques instants aux détails de ce jeu pour en comprendre l'importance et la portée, parce que aucun jeu n'avait poussé aussi loin l'idée de vivre l'évolution d'une espèce à travers le temps. Donc comme vous l'avez compris, le principe d'évolution, il est au centre du jeu. Et il est basé sur 3 piliers, l'observation, l'expérimentation et la transmission. En fait, le jeu, il laisse le joueur essayer par lui-même. Il lui fournit les éléments, mais au joueur de les manipuler, de créer des interactions, de découvrir leur utilisation. Il faut sans cesse inspecter, essayer, faire interagir des objets pour en créer de nouveaux. Alors il y a certaines manipulations qui sont évidentes. Par exemple, casser une noix de coco avec une pierre pour pouvoir l'avoir. Il y en a qui sont absolument pas si faciles et qui mettent du temps à être mises à jour. Par exemple, percuter telle pierre pendant un certain laps de temps pour obtenir un grattoir, puis après broyer une certaine plante avec ce dit grattoir et obtenir une espèce de pâte végétale qui sert à soigner les hémorragies. Donc on peut passer à côté de pas mal de choses pendant pas mal de temps. Et c'est super jouissif de découvrir par soi-même des éléments et des combinaisons. Parce que comme dit précédemment, vous ne serez pas du tout aidé. En fait, il y a très peu de choses qui sont expliquées. Rien n'est développé, expliqué, et les premiers pas dans le jeu se font indéniablement dans la douleur, je vais pas vous mentir. Vous êtes livré totalement à vous-même, c'est le paroxysme du jeu de survie. Rien que la compréhension de votre environnement devra passer par des essais, parfois douloureux. Ça passe par inspecter l'eau, tester une plante pour découvrir ses vertus, etc. En fait, vous apprenez vous. Et c'est autant de moments cruciaux pour la construction de votre socle de jeu. Mais Ancestors donne constamment envie de progresser. Qui eût cru pouvoir marcher quelques mètres de plus debout, puisse être vachement plus satisfaisant qu'un énième stuff. Et ça, c'est quelque chose qui est assez incroyable dans le jeu, je trouve, par rapport à l'offre actuelle. Alors, je parlais de transmission, ça passe par les générations. Alors, ça oblige donc à se reproduire, c'est-à-dire trouver une femelle fertile, réceptive à tel mâle, la toiletter, copuler, enfanter, bon bref, agrandir le groupe. Et c'est surtout un système un peu skyrimien, qui est basé sur le développement de compétences, permettent de développer des arches d'évolution en fonction des préférences et des actions. Alors, sans rentrer dans le détail, encore une fois, chaque action permet de gagner des points de neurones pour un réseau neuronal, un genre d'arbre de compétences pour évoluer. Il n'y a pas de miracle, pour marcher, il faudra de plus en plus essayer de marcher. À cela s'ajoutent des mutations aléatoires qui peuvent naître chez les nouveau-nés et se développer dans ses descendants. Et donc le jeu s'ancre véritablement dans un temps long, d'une histoire commune et d'une lignée entière. Par contre, le jeu pardonne aucun faux pas. On passe rapidement d'une situation stable et safe à une situation très tendue où la survie du groupe entier est mise en cause. Les moins persévérants seront vite agacés par le jeu, je pense, notamment sur les premières heures, jusqu'à ne pas voir son potentiel. Côté ambiance, par contre, la bande-son est incroyable. Ça permet une immersion totale dans la jungle, néogène, tout colle. Il n'y a pas de carte ou de voyage rapide, il va falloir découvrir soi-même l'environnement, s'en rappeler, s'y situer, ce qui l'ancre dans une certaine réalité. Encore une fois, on est vraiment dedans. L'interface est super minimaliste, ce qui favorise le regard sur ce qui se trouve devant nous et pas trop sur les côtés de l'image. Question gameplay, les actions coulent plutôt de source, que ce soit grimper aux arbres, saisir des objets, examiner, altérer.
avancer d'arbre en arbre est d'ailleurs super plaisant et simple. On voit d'ailleurs l'influence d'Assassin's Creed là-dessus. Bon, même s'il arrive parfois de louper une branche, de glisser, et de voir le singe qu'on contrôle s'écraser au sol. Le concept de survie, quant à lui, est assez bien dosé. On mange, manger, boire, dormir, bien qu'il devienne un peu répétitif à la moitié du jeu, pour être franc. Et c'est là que rentre en ligne de compte le reste du jeu, son aspect d'exploration. Faut être curieux pour explorer le monde, faut trouver des sites favorables à un nouveau campement, etc. Ça pousse sans cesse à progresser dans sa connaissance de l'environnement et de l'univers. Et en progressant dans les différents écosystèmes au fil du jeu, on évolue également en tant que joueur, en fait, avec le jeu. Et enfin, pour revenir à ce merveilleux scientifique, tout transpire l'influence des connaissances qu'on peut en avoir. Que ce soit le game design, les éléments contextuels choisis, la faune, la flore, tout ça, ça se sent et ça renforce la crédibilité de l'univers. L'ambition du jeu est très clairement de nous faire vivre une tranche de temps et de ses premiers hominidés au néogène africain. L'environnement est bluffant, je trouve. Le terrain est vaste, diversifié, donc on peut passer de jungle, bois, savane, canyon, grotte, ce qui pousse constamment au jeu à la découverte. En fait, on a constamment envie de voir un nouvel endroit. Qu'est-ce qui se cache derrière la montagne à côté? Et puis la faune non exhaustive pose quand même un cadre global, un échantillon de l'époque. Alors ça passe par des bêtes emblématiques, comme les macérodontes, une espèce disparue du tigre non de sable, ou le stégotétrabélodon, je me suis entraîné à le dire, une ancienne espèce de pachyderme à 4 défenses. Ou même des animaux plus communs, comme les crocodiles, les serpents ou autres. Alors tout n'est pas parfait dans le jeu, hein. Vous l'avez compris, je suis assez emballé par le titre, mais il peut s'avérer assez répétitif d'un point de vue gameplay, et il est assez difficile à s'approprier, que ce soit du fait de l'absence totale d'aide. La première, même deuxième heure, on se sent vraiment perdu dans la jungle, parce qu'il n'y a pas d'objectif, à part le fait d'explorer, et ça en fait on va le comprendre de nous-mêmes, que le jeu nous donne pas d'objectif clair à faire. En fait, il faut simplement vivre le jeu. Ou même sa difficulté, hein, ça peut décourager les joueurs les moins tenaces. C'est un jeu qui va demander de la patience, de l'observation, de la réflexion, mais qui au final constitue une véritable ode à l'évolution. Alors Ancestors, si son ambition le rattrape parfois, est-ce que donc, lui, il peut permettre de vivre un moment d'avant l'histoire? Pour y répondre, je voudrais revenir quelques instants dans le présent et vous faire écouter un petit extrait de l'émission dont je parlais au départ, sur les épaules de Darwin, avec Jean-Claude Amezen. Il y a, sur la croûte desséchée de la surface du sol d'un désert d'Arabie, à l'intérieur des terres qui longent le golfe Persique, dans la région d'Al-Garbia, à Abu Dhabi, sur le sol d'un site appelé le site Mleiza, des empreintes de pas qui datent d'environ 7 millions d'années. Une équipe internationale de chercheurs a établi une cartographie précise de ces traces sur le sol du site de Mleiza, en réalisant des photographies aériennes de haute résolution à partir d'un deltaplane. Les résultats de l'analyse de ces traces viennent d'être publiés la semaine dernière dans la revue Biology Letters. Ces traces forment des pistes sur le sol, 14 pistes différentes sur plusieurs centaines de mètres. Ce sont des empreintes de pas de très gros animaux, 14 animaux en tout, dont le plus grand devait peser environ 5 tonnes. Les empreintes de ces grands animaux, leur poids et l'espacement entre leurs pas sont les mêmes que ceux des éléphants d'aujourd'hui. Mais des vibrations du sol sous leurs pas, de leur piétinement, de leur danse, de leur barrissement, de leur voyage à la recherche de plantes pour se nourrir et d'eau pour étancher leur soif, il ne nous reste que les empreintes qu'ils ont laissées il y a 6 à 8 millions d'années. Il n'y a plus depuis longtemps d'éléphants dans cette région, et il n'y avait pas encore, il y a 7 millions d'années, les éléphants d'aujourd'hui. Ces animaux dont ne subsistent que des traces de pas sur le sol étaient des proboscidea, des membres de la grande famille qui a donné naissance aux mammouths, aujourd'hui disparus, et aux éléphants d'Asie et d'Afrique. Alors en le voit en Ancestors, des Humankind Odyssey, moi j'ai pu mettre un vécu sur ces empreintes. Au détour d'un cheminement à savane, en allant chercher un nouveau campement en fait, j'ai vu ces géants qui traversaient la savane sans vraiment porter attention. C'est rien qu'une rencontre au sein d'un jeu. C'est rien qu'un moment suspendu que j'ai perdu à les regarder marcher, en me sentant chanceux de me trouver si loin dans le temps et l'espace. C'est rien qu'un jeu vidéo.
mais pourtant c'était quand même un véritable vécu d'un passé à jamais révolu, quelque chose qui s'en approche. Et en ça, je pense que Ancestors, The Humankind Odyssey, s'approche de cette notion de merveilleux scientifique qu'on pouvait chercher auparavant. Voilà, merci. Ben, merci à toi surtout. Yes. Vous Yes. avez des compléments ou même des jeux que vous auriez pu penser? Bah, déjà, c'était super intéressant. Ça Ouais, fait- grave, franchement. Le dernier jeu, ça Ça donne donne bien envie d'y de jouer. jouer à des jeux. Ouais. À la fois, le dernier jeu, ça me donne envie d'y jouer, et en même temps, comme tu l'as dit, c'est fait pour les gens qui ont de la patience. Et je sais que quand je joue à un jeu vidéo, je peux rager énormément. Donc je pense que c'est un jeu vidéo, je pense que j'apprécierais de voir des let's play peut-être plus que d'y jouer moi-même, je pense. Mais à voir, pourquoi pas. Je te conseille quand même d'essayer, parce que je pense que en regardant des let's play ou machin, tu perds tout ce côté, en fait, sur lequel est basé le jeu, qui est de découverte, enfin, toi-même. Et voilà. Moi, j'ai dû me faire vraiment violence pour pas aller regarder des fois des tutos ou des trucs, c'est des conseils. Parce que l'obsidienne, je fais que passer à côté. Je sais que ça doit servir à quelque chose. Je n'arrive pas à trouver quoi. Et il y a que des trucs comme ça sur lesquels tu passes à côté et tu sais pas ce que c'est en fait. Mais après, par contre, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant, la remarque que t'as fait justement sur Kingdom Come juste avant. C'est que où est-ce que tu mets le curseur entre fun et réalité et simulation d'une certaine manière? À quel moment est-ce qu'une simulation peut devenir fun et pour qui? Et voilà, c'est intéressant En fait, comme question. c'est un biais qui est extrêmement subjectif en fait. Exactement. C'est-à-dire que ça dépendra des gens, ça dépendra du jeu, ça dépendra de ce que c'est, ça dépendra même du moment auquel on y joue, je pense. Parce qu'il y a des fois, on va être dans de bonnes perspectives pour jouer à des jeux qui sont plus effectivement de stackability. Il y a des moments où on aura juste envie de jouer à un jeu décérébré où tu butes des gens, quoi. Et moi, c'est ça, en fait, ça dépend juste des moments. Des moments, en fait, tout simplement. Tu vois, en ce moment, avec des amis, je joue à deux jeux très très différents sur PC. Je joue à la fois à Vermintide 2, qui est un jeu où tout ce que tu fais, c'est tuer des hordes de Skaven, donc des hommes rats géants, qui peut parfois être très très chiant quand tu joues dans des difficultés très grandes, mais qui reste faisable et qui reste très très fun. Et à côté de ça, je joue à Rising Storm 2 Vietnam, qui pour le coup est un jeu qui est un peu Vietnam Simulator, parce que tu te balades et si jamais tu te prends une balle ou que ce soit, tu tombes par terre. Et ça, c'est typiquement le genre de jeu où quand je suis bien, je suis content d'y participer. Par contre, si jamais je suis pas bien et que je meurs trop souvent, au bout d'un moment je vais rager, je vais dire c'est bon, en fait j'ai pas envie de jouer à ça, j'ai pas envie de crever comme une merde tout le temps, quoi. Alors que c'est le principe du jeu. Le principe du jeu, c'est même pas forcément de tuer les autres, c'est juste d'aller prendre des objectifs et tu peux gagner ta partie en ayant tué personne, tu vois. En fait, c'est juste ça dépend de comment tu te sens au moment où tu joues au jeu, mais ça marche pour tout. C'est quand des fois tu vas lire un bouquin et tu vas pas être prêt à le lire et tu vas pas l'aimer, et un an plus tard, un mois plus tard, tu vas le lire et tu vas faire ok, là c'est bon, je peux. Même chose pour un film. Puis même la consommation du jeu, tu vois, je trouve. Genre, oui. En Sisters, moi je sais qu'ils jouent généralement 1 heure, 2 heures quand vraiment c'est parti le soir, et encore par une manière régulière. Parce que je sais que sinon, si j'y jouais trop longtemps d'affilée, bah peut-être que ça commencerait à me paraître trop répétitif et que je m'en dégoûterais. Ce qui est pas l'idée. Ouais, c'est ça. Généralement, tu vois, je me prends une session où je vais trouver un nouveau campement pour mon groupe. C'est une aventure en soi, tu as 10 singes derrière toi, faut te faire gaffe à ce que personne ne meure et tu explores en même temps, c'est très très prenant. Tu trouves un super site, t'es content, tu te poses, fin de session. La session d'après, je vais passer 1 heure ou 2 à explorer du coup sur plusieurs journées dans le temps de jeu, ce qui se passe à côté, ce qu'il y a, si les ressources, etc. Et puis la prochaine séance, bah je sais que je vais essayer de trouver un autre campement pour découvrir autre chose, pas rester au même endroit et du coup rester dans cette espèce de jeu de survie, manger, boire, dormir, qui pourrait me lasser. Je trouve qu'en fait, la consommation que tu peux avoir du jeu est différente. Ouais, ce sera peut-être plus sur le... Oui, en fait, à chaque session, tu te donnes un objectif différent, et du coup, ça permet de pas être répétitif, en fait. Mais c'est toi qui te le donne, l'objectif dont je veux parler. Oui, c'est ça. C'est ça qui est assez... Oui, c'est ça, c'est à toi d'avoir le mental de dire, aujourd'hui, j'emmène ma tribu à tel endroit pour essayer de faire un campement. Parce que ce que t'as dit, le jeu ne te donne pas d'objectif, à part celui de devenir un sapiens à la fin, quoi. C'est ça, ce qui est assez perturbant au début. J'imagine bien. Ouais. Surtout qu'en ce moment, on a l'habitude d'avoir plutôt des jeux qui sont extrêmement guidés, parfois même effectivement un peu trop, mais où t'es libre de pas grand chose, quoi, en fait, au final. Sous prétexte de monde ouvert, le gameplay te restreint beaucoup dans tes actions, quoi. Par exemple, à Noël, je me rappelle, j'étais avec mon petit frère, et on a passé
2-3 jours, on était chez mes grands-parents, on n'avait pas grand-chose d'autre à foutre. Hein. C'est perdu dans la Haute-Marne. La seule attraction, c'est le lac du Der, si jamais vous connaissez le lac du Der. Et donc on avait joué en Sisters, et pendant quelques jours, en fait, l'objectif, c'était de trouver comment s'accoupler. On savait pas comment on pouvait faire en sorte de s'accoupler, et donc de perpétuer en fait la génération, on ne trouvait pas. Ça a duré 3 jours quand même, avant de commencer de comprendre, par hasard, ah putain, en fait c'est comme ça, ok. Alors après, on n'est sûrement pas fut-fut, hein, il y en a qui vont trouver ça très vite, mais du coup t'es d'autant plus fier en fait de le trouver à la fin, tu sais, ah mais bordel, bah oui c'était ça. Chacun son rythme. Hein. Faut pas être pressé. Bon maintenant ça va beaucoup plus vite, maintenant que j'ai compris le système, ça... Cool, on est content pour toi. Faudrait pas que ça aille trop vite non plus peut-être, mais... Non, c'est sûr. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.